Et si la médecine, avant d'être une science, était une histoire d'êtres humains, des femmes et des hommes qui ont soigné, cherché, douté, souvent dans l'ombre. Alors bien sûr, on se souvient de Pasteur ou de Marie Curie, mais qui connaît Madeleine Bress, première femme médecin de France qui a bravé les interdits du 19e pour soigner les femmes et les enfants? Ou encore Alexandre Yersin, le découvreur du bacille de la peste, médecin explorateur solitaire, il a préféré l'Indochine à la gloire parisienne. Tous ces destins hors du commun sont au cœur du livre Admiration, au pluriel, de notre invité, le professeur Gilles Pialou, infectiologue, chef de service à l'hôpital Tenon à Paris. Dans cet ouvrage publié chez Perrin, il nous rappelle que plus la médecine progresse, plus les algorithmes prennent de place, plus nous avons besoin d'humains. Et nous vous invitons dans cet épisode à découvrir ou redécouvrir 7 héros de chair et de doute qui ont fait avancer la médecine, non pas seulement par leur technique, mais aussi par leur compassion, leur curiosité et leur conviction. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Gilles Pialou, bonjour. Bonjour. Alors, première question logique, vous êtes infectiologue. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un livre d'histoire? Oui, c'est un livre d'histoire au pluriel, c'est-à-dire c'est les histoires des personnes qui sont censées porter une image positive de la science. Alors, comme les admirations d'ailleurs, qui sont au pluriel aussi. Admiration, et je trouvais que c'est un beau titre. Parce que c'est la rencontre entre une idée qui était celle de mon éditeur, de sortir un peu de ce marasme, de toutes les crises sanitaires, dont la dernière qui m'a amené beaucoup ici, celle du Covid, mais avant il y a eu le Mediator, les Stilben, l'hormone de croissance, et les sondages montrent une espèce de défiance envers la science. Ça, c'est le côté universel du livre et des personnages. Et puis il y a un côté plus personnel. J'ai écrit 4 ouvrages, j'en ai écrit un sur la lutte contre le sida, un contre le Covid en carnet de bord. Après, je me suis attaqué à la maladie de Charcot et le dernier sur la GPA. Je voulais pas me laisser enfermer dans une littérature feed bad, comme on dit, le contraire de feed good, quoi. Et je trouvais que de faire quelque chose qui fait revivre des personnages. Alors, il y a un stratagème dans mon livre, c'est qu'il y a des interviews fictives, on y reviendra, mais je voulais quelque chose de vivant qui fasse revivre la science. Et vous parlez d'un besoin de redonner l'envie d'admirer. Oui, c'est un peu comme dans la chanson, ce que je dis dans l'introduction de la chanson de Johnny, donner l'envie d'avoir envie. Parce que effectivement, les sondages sont catastrophiques sur l'image de la science, qui a été complètement cassée surtout par le Covid, mais aussi par les réseaux sociaux, et les deux sont bien mélangés. Et en faisant revivre des personnages, ou vivre, parce que la plupart sont inconnus. Au départ, je voulais faire que sur des personnages inconnus, comme Madeleine Bress, comme Alain l'a souligné, ou Zénon de Rocky, que personne ne connaît. Et puis, je me suis dit quand même, c'est bien de prendre un personnage un peu célèbre, mais de le prendre sous un autre angle. Mais vous les connaissiez, vous, tous, avant ? Alors, Madeleine Bress, c'est ce que je raconte un peu dans le livre. Le livre commence par Madeleine Bress, parce que l'histoire commence par Madeleine Bress, parce que justement, ça rejoint le Covid. C'est le nom d'une salle à Tenon, en pneumologie, dont on n'arrêtait pas de parler dans les cellules de crise. Donc, c'était la salle Madeleine Bress, est-ce qu'on la ferme, est-ce qu'on l'ouvre, combien il y a de lits, combien il y a de Covid dans Madeleine Bress. Enfin, pour moi, c'était une salle, quoi. Comme d'autres salles. Alors, Babinski, on connaît mieux, mais... Comme d'autres rues, peut-être. Ou comme d'autres rues. Madeleine Bress a quelques rues. Et du coup, je suis rentré comme ça par ce personnage-là. Et dès que je suis rentré dans ce personnage, je ne l'ai plus lâché. J'aurais pu faire le livre entier, même si elle n'est pas nobélisable. Si mais elle a... Ça veut donc dire que quand même, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire, vous avez repris les documents, vous êtes allé dans les bibliothèques, à la faculté de médecine, où il y a beaucoup de documents. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup, de sites. Bon, j'ai fait beaucoup au Généanet. J'ai repris ce que faisait mon père du temps de son vivant, de la généalogie. Alors lui, à l'époque, il allait dans les mairies, etc. Mais sur Généanet ou sur le site de la BNF, sur les archives de l'Institut Pasteur, les archives du musée de la Shoah, pour ce qui est d'un des personnages qui est à Auschwitz. Et puis, je me suis mis dans les réseaux, quoi, MyHéritage et tout ça. Donc, je reçois des annonces en permanence maintenant, une espèce de réseau. Non, mais c'est important. Alors, le problème, c'est que j'ai quand même été journaliste dans une vie et que je me suis un peu méfié parce que souvent, les gens recopient des informations qui ne sont pas fausses. Donc, il faut aller à la source de la source. Et effectivement, c'est un travail assez copieux. Alors, il y aura toujours un historien pour me dire, oui, mais page 471, c'est pas la bonne date, etc. Voilà, moi je raconte des histoires. Mais l'histoire appartient à tout le monde. Vous l'avez choisi comment en fin de compte héros, parce que en fait, il y en a quand même beaucoup en médecine. Oui, c'est vrai. Et il y a d'autres. Jean-Noël Fabiani, par exemple, fait beaucoup de livres avec beaucoup de personnages. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir leur donner de la densité, que les gens puissent s'identifier.
à ces personnages-là, même si c'est des personnages morts. J'ai choisi que des personnes décédées pour plein de raisons, mais je les ai fait vivre. Et il y avait quand même 2 critères. C'était le critère que ça soit des héros positifs, donc globalement pas d'aspérité. Des héros de combat aussi. Je voulais que ça soit... Ils ont tous un combat, que ça soit... Alors, il y a beaucoup de femmes, c'est un livre assez féministe, paradoxalement. Je n'avais pas décidé comme ça s'est fait de portrait en portrait, qui soient plutôt inconnus et puis que je puisse les incarner. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais le portrait de Marthe Gauthier, dont la découverte de la trisomie 21 a été spoliée en grande partie par Jérôme Lejeune, qui est un chapitre un peu polémique, mais Marthe Gauthier, voilà, ça résonne avec ma propre histoire. J'ai eu une sœur que j'ai perdue très tôt, qui avait la trisomie 21. Donc, chaque fois, il y a une identification. Pareil pour MeToo Hôpital, je me suis posé la question quand j'ai vu Madeleine Bress ou Marthe Gauthier ou même Marie Curie, qui ont eu quand même à lutter contre le machisme ambiant dans les sciences et dans la médecine. Et ben, je me suis demandé pourquoi moi, en tout cas les gens du SIDA, on n'était pas dans cette mouvance-là. On n'est pas inquiété par MeToo Hôpital. Voilà. Alors, il y a une page qui explique à chaque fois pourquoi j'ai choisi ces personnages, et c'est très subjectif, bien sûr, vous avez raison. Et on parle beaucoup d'elle, Madeleine Bress, première femme médecin. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans son parcours ? Le fait il faut expliquer qu'en 1875, quand elle fait sa thèse sur l'allaitement, d'abord c'est une vraie thèse, avec une partie recherche, une partie physiopathologie, des couples, et tout ça, extraordinaire, de la mamelle à l'allaitement, ça s'appelle. Et elle va ouvrir la porte qui est complètement fermée. C'est-à-dire que 4 ans avant, on a juste autorisé les femmes à passer le bac. Et elle va passer le bac en candidat libre pendant 3 ans. Après, elle va tomber sur un mentor qui est un peu ouvert, le professeur Wurtz, qui va l'accueillir. Mais chaque fois, et en fait c'est la même chose avec Marie Curie, déplacée dans le temps, chaque fois la barrière va se déplacer. C'est-à-dire qu'on va l'autoriser à être médecin, mais par exemple on ne va pas l'autoriser à être pédiatre. Donc elle va s'occuper des enfants et des femmes, parce qu'à l'époque les femmes médecins ne vont s'occuper pendant plusieurs dizaines d'années, jusqu'en milieu des années 30, vont s'occuper que de la femme et de l'enfant, sans avoir le titre. Et puis elle sera barrée, elle n'aura pas le droit d'être externe, elle sera stagiaire. Et pendant la guerre de 70, alors évidemment, comme il y en a beaucoup qui sont partis au front, etc., on va la faire rentrer dans l'hôpital, mais elle va être faisant fonction d'interne, elle ne va pas être interne. Donc vous voyez, c'est un combat contre l'ostracisme dont elle a ouvert les portes aux femmes qui arriveront derrière et qui pourront faire médecine. Mais il faut rappeler qu'en 1930, donc on est presque 50 ans après sa thèse, c'est moins de 4% les femmes, moins de 4%. Alors qu'aujourd'hui, on est à parité. Alors, c'est ce que je mets dans le livre en incarnation. C'est à Sorbonne Université, on a fait un sondage, un groupe de femmes a fait un sondage. Donc, c'est 62 et quelques de femmes qui sont en position. Majorité, ce qui est un peu plus que de la population nationale. Mais si vous regardez les chefs de service, c'est 27% d'hommes. 27% de femmes. De femmes. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et un petit mot peut-être sur Alexandre Yersin, parce que c'est intéressant quand même ça. Alors, ce qui est intéressant dans Alexandre Yersin, c'est pareil, c'est parce que c'est un personnage qui a été beaucoup récupéré par les pastoriens, parce qu'il est issu d'Émile Roux, élève de passeur. Moi, j'explique qu'il est plutôt dissident que élève. Et puis surtout, il va passer 5 ans de sa vie au Vietnam, ce qui le fait sortir du scope. Oui, avec quelques allers-retours à l'hôtel Lutetia. Il y a une petite partie sur l'histoire de l'hôtel Lutetia qui est assez étonnant. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui va travailler sur plein de choses, qui va importer le caoutchouc, qui va sauver les pathologies. Alors je sais qu'on sur votre chaîne, là, on parlait de la grippe aviaire, mais qui va s'attaquer aux virus animaux. Donc c'est un dieu au Vietnam, c'est un dieu. Enfin, il est même au-dessus de Pasteur. Vous avez des rues Yersin, et il est célébré régulièrement dans sa région. Et j'ai rencontré un certain nombre de franco ou de franco-vietnamiens qui le vénèrent. Il y a un nouveau musée qui va être recréé. Alors qu'en France, il n'a pas laissé son nom, puis c'est une école d'humilité, quoi. Comme je dis, c'est un anti-Raoul, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas donné son nom. Non, mais c'est quelqu'un qui n'a même pas donné son nom. Yersinia Pestis, ça a été donné plusieurs dizaines d'années après sa mort. Donc, vous voyez ce que je veux dire, de son vivant. Enfin, c'est une école de l'humilité. Et puis, c'est aussi un personnage tout à fait fantasque. Il était globe-trotteur, il a fait la mécanique auto, enfin, il a découvert tout un tas de choses, et il n'y en a plus beaucoup des personnages. Il est entre Dr Schweitzer et... les humanités, en fait. Oui, les globe-trotteurs, quoi. Et c'est assez fascinant de travailler sur... Et alors, la chance, c'est qu'il a laissé 1000 lettres essentiellement à sa mère. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces lettres-là, et qui donnent finalement, parce qu'il y a eu des biographies, il y a une biographie de référence, il y a eu 2 ou 3 biographies, sur Yersin. Alors après, c'est pareil, il faut avoir un regard critique sur les biographies parce que souvent, elles répètent les mêmes histoires.
Et puis surtout, les lettres est une information très importante sur son histoire et sur son parcours assez étonnant. Vous l'évoquiez, ou vous l'avez sous-entendu au tout début de cet épisode, avoir écrit Admiration dans un contexte de défiance. Vous citez notamment un sondage qui évoque 17% des jeunes de 18 à 24 ans qui considèrent que la science apporte plus de mal que de bien, 17% qui pensent aussi qu'il est possible que la Terre soit plate. Comment on en est arrivé là ? Il y a un faisceau de... Il y a quelqu'un qui explique très bien ça, c'est Étienne Klein, qui explique que finalement, ce n'est pas la faute des chaînes d'information continue, mais c'est beaucoup la faute des réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, circulent dans les mêmes canaux, alors ça peut être effectivement les chaînes d'info, mais c'est surtout les réseaux sociaux, des connaissances, des croyances, des informations, des opinions, des fake news, tout ça dans le même réseau. Et évidemment, c'est ce qu'explique Étienne Klein, ça se pollue, ça se contamine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par exemple, moi, il se trouve que je travaille dans un groupe de recherche à l'Agence nationale de recherche sur le sida sur l'infodémie, qui est un sujet que vous couvrez aussi. Il y a des gens qui travaillent sur la science de la communication et qui montrent finalement comment, si vous voulez, c'est pas une dichotomie entre la vérité et le fake news. C'est un fondu enchaîné et au moment, il y a un point de switch vers la fake news. Et je trouvais que c'était intéressant de remettre la science dans sa vérité. Et le fait... Il y a une très, très jolie citation de quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Admirer ». Alors là, c'est le verbe qui s'appelle Joël Sask. L'admiration nous guérit de notre indifférence au réel. On a tendance à considérer la vérité comme une option. Alors moi, souvent, je dis la science comme une opinion et la vérité comme une option. Et ces personnages-là, ils ont tous une assise extrêmement... ils sont indiscutables, voilà. C'est des personnages indiscutables et c'est ça qui m'a intéressé, même si... Probablement, on aurait pu faire 20 portraits, mais 20 portraits, on va trop vite, il faut rentrer dans la vie des gens, les humaniser et puis les sortir un peu de la naphtaline pour ceux qui étaient oubliés. C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, parce qu'en fin de compte, on pourrait penser aujourd'hui où on a toute l'information possible, on peut tout vérifier, tout valider. Vous avez dit, votre livre, vous avez beaucoup travaillé sur les réseaux, donc avec l'esprit critique, bien évidemment, mais on pourrait penser aujourd'hui que l'information est quand même de meilleure qualité, puisqu'on a accès à l'ensemble de ces bases de données, et c'est un peu le problème que va poser l'IA, on va en reparler. Mais ce que vous dites là, c'est qu'en fin de compte, ça a permis un petit peu de déformer les choses, et que chacun, en fin de compte... Et le Covid a été un bon exemple. Alors, il y a effectivement la déformation de l'information. Alors, peut-être que celle qui a été le plus déformée, j'en dirais deux, mais qui sont déformées dans des logiques différentes. Marie Curie, elle a été déformée par la géographie, la gloire. Elle a eu 56 biographies, 3 prix Nobel, un arbre généalogique absolument hallucinant. Mais comme le disent un certain nombre de scientifiques, et notamment celle qui co-préside l'Institut Curie, Nathalie Picard, finalement, à force de la glorifier, on en fait une statue et on voit plus sa dimension humaine, son parcours, ses combats de femmes, ses combats de scientifiques, ses combats pour aller chercher de l'argent aux États-Unis. Il est allé chercher $1 million aux États-Unis avec des produits irradiants. Enfin, tout ce parcours-là est oublié par la glorification. Ça, c'est une façon. Et puis, il y a une autre façon aussi, c'est l'oubli et c'est les zones d'oubli. Parce que contrairement à ce que vous pensez, par exemple, pour Zénon de Rocky, qui est connu de personne, il y a eu un roman qui a mis Zénon de Rocky. Zénon de Rocky, c'est un médecin juif polonais qui est déporté à Auschwitz. Enfin, il va faire 3-4 camps, il est déporté à Auschwitz comme médecin, et qui va importer à l'intérieur du camp un appareil d'électrochoc qui va reconstruire, évidemment pas dans une vision mengelienne, mais surtout dans une vision positive. Il est dans aucun procès, il n'y a pas une aspérité sur lui, et il va sauver, parce qu'il va aller sauver un certain nombre de femmes et d'hommes qui sont dans la mélancolie, dans la dépression, etc., par ces électrochocs. Et en plus, il va participer à une sociabilisation du bloc 10 et du bloc 18 à Auschwitz, parce que les gens qui viennent pour l'électrochoc sont accompagnés par quelqu'un qui amène un mot, etc. Vous voyez, toute une résistance passive. Mais Zénon de Rocky, il a quasiment rien laissé comme témoignage. C'est-à-dire que j'ai passé des heures et des heures à chercher quelle était sa vie avant, en Pologne, qui quitte je perds sa trace en 1936, quand il rentre en France, et puis sa vie après, parce qu'il sera chercheur au CNRS, et il mourra de sa belle mort en 1975. Et tout ça, c'est pas... Alors, je suis même allé... avec des traducteurs DeepL sur des réseaux polonais pour savoir où il était enterré et tout ça. Puis il y a un moment où il faut lâcher parce que, je veux dire, bon, voilà, il n'y en a que 24 heures dans la journée. Et pour écrire 2 lignes sur sa fin de vie, j'ai passé des journées. Comment vous expliquez qu'ils soient tous tombés dans l'oubli collectif ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une explication globale. Je pense qu'il y a beaucoup d'humilité. J'en parlais tout à l'heure sur Yersin. Zénon de Rocky, il y a une explication qui m'a été expliquée par
par un spécialiste des médecins à Auschwitz, c'est que beaucoup de médecins se sont tus parce qu'ils ont eu, entre guillemets, des privilèges. D'ailleurs, une meilleure ration alimentaire, quand on voit le degré, moins de personnes dans les wagons, le chauffage, pas le chauffage, etc. Et donc, il y avait une certaine impudeur à témoigner de quelque chose où ils auraient fait des trucs fantastiques, mais ils auraient aussi bénéficié d'avantages. Et je ne parle pas de ceux qui étaient dans ce qu'on a appelé la zone grise, c'est-à-dire qui étaient un peu proches des nazis. Là, je parle de ceux qui ont résisté à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que plus personne apprend l'histoire de la médecine. C'est-à-dire que moi, je suis en fin de carrière, mais je n'arrête pas de dire qu'il faut apprendre ces personnages-là, on doit les amener et faire un peu d'histoire de la médecine chaque fois. Quand vous parlez de la rougeole, il faut parler des fake news sur la rougeole, des personnages qui ont participé, parce que il y a une abstraction. Ça humanise l'information. Ça humanise l'information. Mmh. Et puis ça la rend plus accessible. Ça la rend plus accessible aux personnes. Et les gens peuvent s'identifier à des itinéraires incroyables, même si ça a 2 ou 3 siècles derrière. C'est très contemporain, vous savez. C'est pas du tout pour vendre le livre que je dis ça, mais c'est très contemporain parce que vous avez la lutte contre les fausses informations, on en a parlé, la ségrégation par rapport au sexe. On aborde même le sujet des personnes trans, puisqu'il y a un des médecins, on n'en a pas parlé, qui s'appelle James Barry, qui a une particularité, c'est d'avoir fait toute sa carrière comme militaire, il finit général quand même, à l'époque de l'Empire colonial britannique, mais sauf qu'il est né dans un corps de femme. Alors après, on va sur les sites, il y en a qui l'ont récupéré comme une personne trans. Moi, je ne pense pas du tout que c'était une personne trans, c'est une personne qui a vécu comme beaucoup à cette époque-là. Donc on est plutôt là, alors du coup, entre le 18e et le 19e, et qui a vécu son rêve d'être à la fois médecin et militaire dans un corps d'homme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on aura les mêmes personnages? C'est-à-dire que, bien sûr, l'environnement est différent, mais est-ce qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'humanité que vous transpirez dans vos propos, est-ce que vous pensez que dans un siècle, on pourra se dire, tiens, en effet, il y a eu Gilles Pialou, il y a eu... Enfin, non, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui... Je vous tranquillise, je ne suis pas dans le livre. Hein. Les grandes figures de ce type. Ou est-ce qu'aujourd'hui, en fin de compte, l'exercice de la médecine, l'exercice de la science, la façon de faire, la technologie qui nous a envahis, l'intelligence artificielle, est-ce que ces éléments-là font que la vision des médecins futurs par rapport à leurs anciens sera différente? Je pense que ça sera de plus en plus porté par des groupes et pas par des personnes. Et on voit bien la multiplicité des prix Nobel, par exemple, qui sont à 2 ou à 3. Maintenant, c'est un peu la règle qu'on ait un des prix Nobel, pas sur une seule personne, alors que pendant un moment, c'est très étonnant de voir d'ailleurs le récit des réunions que faisait un riche belge avec les gros cerveaux autour de Marie Curie. Et je vous invite à regarder ça parce que c'est assez saisissant au moment des années... entre 1911 et 1930, The VEC, ça s'appelle, les réunions de scientifiques. Vous voyez que des hommes et vous voyez que des noms qui ont laissé leur nom seul et pas leur nom en groupe. Et ça rejoint quelque chose qui est transversal du livre aussi. C'est souvent en groupe, de plus en plus en groupe, donc 2 à 3 par exemple pour une découverte, mais chaque fois, il y a une femme qu'on laisse de côté. Et c'est un truc sur lequel je reviens, juste pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. La personne qui a découvert la fission nucléaire, c'est pas rien quand même, on l'a vu avec le film récent, Lisa Meitner, c'est elle qui découvre la fission, elle n'est pas sur le prix Nobel, c'est un homme qui a le prix Nobel tout seul. Rosella Franklin, c'est celle qui a découvert la structure de l'ADN, vous savez, là, comme les escaliers à Chambord. Là. Mm-hmm. C'est pareil, oublié du Nobel, ils sont partagés entre 3 mecs, 2 Américains et un Anglais, il y en a qu'un qui a cité... Ça, aujourd'hui, ce serait plus possible. Ça, c'est plus possible, mais on n'est pas, oui, c'est 1962 quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est il y a longtemps pour vous, mais c'est il n'y a pas si longtemps. On n'est pas au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle. Celle qui a découvert la théorie, je ne connais pas beaucoup, la théorie chromosomique, Nettie Stevens, pareil, elle se retrouve avec un seul prix Nobel. Alors là, on est en 1933. Et puis, alors, il y en a une, la première interne des hôpitaux de Paris. Alors, c'est un peu comme Madeleine Brest, Augusta Klumpeux. Alors, elle se fait squeezer par son mari, qui s'appelle Dégérine, qui est un des grands neurologues français. Et il l'oublie, ce qui est doublement sympa en tant que collègue et en tant que mari. Ils n'avaient pas le droit de divorcer, peut-être? Non, je ne crois pas que c'est ça. Bon, voilà. Je pense que c'est un combat qui est... Et vous le savez, c'est un combat en médecine qui est un genre... Alors, il s'est déplacé, mais c'est un combat... voilà, ça s'appelle l'effet Mathilda. Comment on transmet aujourd'hui la vocation à une nouvelle génération? Alors, comment on transmet ça, c'est une question piège. Je pense que...
Alors, il y a des choses qui se font. Je ne sais pas si vous savez tous les deux ce que sont les ECOS, les examens cliniques objectifs structurés. C'est une réforme de l'enseignement qui est très intelligente. Et moi, j'adore participer à ça. Alors, c'est juste pour expliquer en 2 mots, c'est des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on fait, l'étudiant joue le rôle du patient. Et vous faites, alors on l'a fait avec des gens du cours Florent en face, qui jouent le malade, non, ils jouent le rôle du médecin, et quelqu'un d'autre, qui est en général quelqu'un extérieur de la société civile, joue le rôle du patient. Ça c'est un truc intelligent. Parce que, par exemple, ces gens sont notés, ils ne sont pas notés que sur les connaissances. Ils sont notés sur la façon dont ils formulent, sur l'humanité. Vous voyez, il y a l'empathie. C'est concret, sur l'empathie, sur la façon de reformuler quelque chose que le patient ne comprend pas. Moi, ça fait 30 ans que j'ai envie d'écrire un livre, comment les médecins parlent mal. Mais franchement, je pense que ce livre, il ferait 1000 pages. Un bon sujet. Il ferait 1000 pages. Comment on s'exprime mal? Mais parce que moi, j'ai été patient, j'ai été cardiovasculaire, donc je suis passé de l'autre côté. Je ne dis pas qu'on s'est parlé mal, on m'a parlé mal à moi, mais je vois comment, déjà moi, patient, médecin, on m'a parlé, la personne lambda, j'ai été frère de grand malade. C'est pas forcément qu'ils parlent mal, c'est comment les gens ne savent pas s'exprimer. De façon compréhensible, de façon accessible, c'est ça que vous dites? Oui, des phrases qui n'ont pas de sens. Enfin, là, je vous parle d'un autre livre qui n'est pas celui que j'ai écrit, mais ça partait d'une histoire qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une histoire très ancienne, c'est les sextuplés français, là, c'est très vieux, ils ont 40 ans ou 45 ans. Mais la première phrase de cette histoire-là, je vous le fais très vite, mais c'est une implantation au début de la fécondation in vitro. Le type met 10 embryons. La femme, ça fait 10 ans qu'elle essaye d'avoir des enfants. La famille Adam, ils ont fait la couverture de Paris Match plusieurs fois. Je me disais qu'on commencerait par cette histoire-là. Et le gynécologue, complètement dépassé à la fois par le sujet, demande à la femme combien je vous en laisse. Et je le lis. Et elle dit laissez-moi 6. Parce qu'elle n'a pas prévu cette question-là, quoi. Comment on peut poser une question comme ça? Le livre, ça s'appellerait d'ailleurs combien je vous en laisse. Bon, on vous réinvitera. Voilà, c'est un prochain rendez-vous. Mais je pense que c'est trop. Voilà, il y a trop de choses à raconter. Et puis bon, voilà, là, c'est un livre sur l'admiration. Et l'admiration, je le répète, c'est la première des passions. Et je suis content d'avoir écrit un livre positif. Merci beaucoup, professeur Gilles Pialou. On rappelle votre dernier livre, Admiration au pluriel. C'est aux éditions Perrin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.